Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, qui est essayer de rapidement vous décrire l'histoire et la carrière d'un boxeur qui s'appelle ici Koichi Wajima, donc un boxeur japonais qui a essentiellement et la majorité de sa carrière dans les années 70. J'ai eu envie de parler de cette histoire lorsque j'écoutais un live entre Robin et JC de la chaîne Box Attitude, donc live d'avant-combat du dernier combat de Inoue. Et Robin disait que les Japonais n'avaient jamais eu de champion au-dessus de la catégorie des 140 livres, donc des super légers. Et en fait, à ce moment-là, le premier truc qui m'a traversé l'esprit, c'est mais si, il y a un type qui a déjà été champion et qui est japonais au-delà de la catégorie des super légers, et c'est Koichi Wajima, justement. Alors en fait, il y a aussi Ryota Murata qui était champion moyen. Donc en fait, bon, il y en avait deux, mais là on va se concentrer sur Wajima. Et ce que je trouve vraiment super, c'est donc que Koichi Wajima, c'est un boxeur qui a une histoire vraiment exceptionnelle, un règne qui est sympa, a été dans des combats géniaux, et en fait pour moi représente vraiment à un moment une époque de la boxe asiatique, et notamment de la boxe japonaise, mais c'est aussi le cas pour la boxe coréenne, où en fait dans les années 70, c'est pas des boxeurs qui ont une popularité mondiale, notamment parce qu'il y a une barrière de la langue entre les États-Unis et les pays d'Asie, notamment parce qu'on n'est pas encore dans un pays aussi mondialisé, et donc c'est pas encore aussi facile d'avoir des échanges d'informations entre l'Asie et les États-Unis, et l'Europe également. Mais malgré tout, c'est des pays qui, à ces moments-là de l'histoire, sont encore dans une certaine précarité, et où des champions de boxe vont amener une représentation, quelque part du héros, triomphant, et qui part souvent de classe sociale assez basse, pour accomplir quelque chose de très très grand. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve vraiment des types avec un mental à toute épreuve, avec une volonté de vaincre qui est exceptionnelle, qui sont aussi d'une dureté, parce que, je veux dire, actuellement le Japon est un pays qui va bien, c'était pas le cas en post-Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on retrouve vraiment une sensation, ouais, je sais pas, en fait, de boxeurs qui déplacent des montagnes avec finalement pas grand-chose. Et donc, ils sont soutenus par la foule de manière fantastique, parce que vraiment, ce sont des icônes, quelque part, de la rébellion, et un cri de tous ces gens qui vivaient dans une certaine précarité, et leur cri, finalement, ils existent et qu'ils ont des choses à faire et à représenter. Et donc, c'est vraiment fantastique, et ça fait que les combats de Koichi Wajima sont en général, notamment pour l'ambiance, toujours exceptionnels à regarder. Vraiment, en termes d'émotions procurées, c'est fantastique. Et on va vite comprendre, en fait, pourquoi est-ce que Wajima avait cette rage de vaincre en lui depuis si tôt, puisqu'il est né, en fait, à Sakhalin en 1943. Sakhalin, vous le savez peut-être, c'est une île qui est russe, qui se trouve juste au nord du Japon. Les deux sont à peine 40 km d'écart, mais malgré tout, c'est russe. Pourtant, je vous ai dit que Wajima était japonais, et en fait oui, parce que l'île était au japonais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, où les Russes ont brisé leur pacte de traité de non-agression avec le Japon, quand le Japon était en train de perdre la guerre, et ils ont profité qu'ils soient débordés par les Américains pour venir en douce leur prendre eh bien une petite île de plus, donc au niveau de, littéralement, l'île de Sakhalin. Donc on est dans un contexte au niveau de la naissance de Wajima qui est pas fou. Le Japon perd la guerre, il est obligé très très tôt du coup d'immigrer avec sa famille, il va immigrer à Hokkaido, donc qui est l'île juste au-dessus, et qui est désormais l'île la plus au nord du Japon. Le problème c'est que c'est un contexte de Japon de fin de guerre, hein. Donc le Japon est pauvre, le Japon est détruit, le Japon est dévasté. Hokkaido, à ma connaissance, est relativement épargné parce que c'est très très loin de Tokyo. Ça reste la campagne de fou, Hokkaido. J'y suis allé, je vais vous faire un petit peu quelques témoignages de tout ce que j'ai pu voir là-bas, mais c'est la campagne. Et donc Wajima se retrouve globalement dans une famille qui n'a absolument pas d'argent, à devoir immigrer à Shibetsu. Shibetsu, c'est une ville qui se trouve donc au milieu vraiment d'Hokkaido, même au milieu nord. Et en fait, c'est une ville dans laquelle je suis passé en train. Alors, je me suis pas arrêté malheureusement, mais j'ai pu voir la station de gare de Shibetsu. Et si vous voulez, il y a une seule ligne de train qui va du nord du Japon, donc qui s'appelle Wakanai, la ville s'appelle Wakanai, jusqu'à Asahikawa, qui est la ville au milieu d'Hokkaido, et qui est genre modulo les villes du sud, la plus grande ville de l'île. Et donc en fait, il y a une seule ligne de train qui relie ces deux villes, une ligne de train qui passe par Shibetsu, et il y a genre, je sais pas, 5-6 trains par jour. Et encore, je crois que ça se trouve, c'est même 4, voire 3. En fait, j'aurais dû vérifier. Il me semble que c'est 4 trains. Donc j'ai dû prendre l'un des 4 trains de la journée. Le train, il va à genre 50 km/h. Il fait des pointes à 70 parfois. Il n'y a même pas de sécurité entre les rails et l'extérieur. Donc il y a régulièrement des animaux qui sont présents sur les rails pour manger l'herbe. Et la seule chose que peut faire le train pour faire partir les animaux, c'est activer une petite clochette pour essayer de les effrayer. Donc le train s'arrête et puis il cloche jusqu'à ce que les animaux s'en aillent. Moi j'ai vu des biches, apparemment il y a des ours aussi, parfois qui viennent au niveau des rails, moi j'en ai pas vu. Le train c'est un wagon en fait, j'appelle ça un train depuis le début, mais c'est un wagon. Il y a genre, je sais pas, je pense 20 places dans le train, donc il y a vraiment personne.
Et les gares, la plupart du temps, donc il y en a plein, il y a plein d'arrêts. En fait, souvent, c'est même pas des gares, c'est des quais. Donc voilà, il y a un quai. Donc si vous voulez, c'est tout ça pour dire que c'est la campagne profonde. Et je me suis pas arrêté à Shibetsu, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde à Shibetsu. Et donc forcément, Wajima il se retrouve dans un pays qui, je le rappelle, vient de perdre une guerre. Il vient de la perdre sévèrement, parce que les États-Unis ont été méchants avec le Japon après la guerre. Il est en campagne, il est dans une famille pauvre, une famille qui va l'abandonner lorsqu'il est très jeune, parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de Wajima. Wajima qui se retrouve donc à devoir souvent, de ce que j'ai pu voir sur lui, bosser en tant que pêcheur. Je suis pas sûr à 100% de ces informations, parce que ça reste Shibetsu, une ville qui n'est pas côtière, mais bon, il y avait sûrement des rivières dans le coin, donc je pense qu'il pêchait par là-bas. Et donc c'est une enfance qui est très précaire, où il va se faire pas mal embêter par d'autres enfants, donc il va en fait assez tôt commencer à se battre avec des enfants, bon, c'est souvent le cas de toute façon, les boxeurs qui étaient bagarreurs dans leur enfance, et surtout bah, il va devoir bosser dès qu'il est très jeune, donc il aura une éducation qui sera lacunaire, de ce que j'ai vu il dormait en classe, parce qu'il n'y a que là qu'il pouvait dormir, le reste du temps il devait bosser, et donc voilà, c'est pas tip top la vie de Wajima, c'est pauvre, c'est orphelin, c'est pas génial. À la fin du collège, il va partir tout seul à Tokyo, donc il va laisser derrière le peu de famille qu'il avait, si jamais il s'y sentait vraiment attaché. Je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de potes non plus là-bas, et donc bah, il part à Tokyo. Il part à Tokyo à la fin du collège, donc il a à peu près quoi? Il a 14 ans, et il va passer pro à seulement 25 ans. Donc pendant 9 ans, il va faire des choses. Il va apprendre la boxe, ouais, sur le tard en fait. J'ai pas trouvé l'âge exact lequel il a commencé, mais je pense qu'il a dû commencer autour de 23 ans, un truc comme ça, vraiment aller dans des salles. Le reste du temps, il va essentiellement bosser, donc je crois qu'il va bosser en tant que conducteur de camion. Et surtout, il va apprendre la boxe, mais tout seul en fait. Et donc Wajima va essentiellement, alors je sais pas si c'est par des bagarres de rue ou si c'est en regardant des boxeurs à la télé, ça m'étonnerait pas que ce soit en regardant des boxeurs, et notamment Fighting Harada, combattre à la télé, que Wajima va s'entraîner tout seul. Et donc bon, l'avantage c'est qu'il va vraiment devenir pro en 68, donc à 25 ans, ok, mais donc il a surtout une expérience de boxeur qui est géniale, puisqu'en fait ce type est extrêmement dur à boxer. Il faut imaginer que, alors il arrive à avoir une bonne forme lorsqu'il envoie des coups, et donc il arrive à, voilà, il a un bon punching form, donc il met des coups qui font mal, et il frappe comme il faut. Mais en fait il a un style qui est quasiment sans jab, parce que c'est un style ultra archaïque, enfin voilà, le mec ne jab pas quasiment, et il a un style qui est vraiment un mix entre, je sais pas, un Jack Dempsey, un Joe Frazier. Il va tout le temps te foncer dessus, utiliser, généralement essayer de passer par en dessous pour rentrer dans la poche, rentrer à l'intérieur, donc il va beaucoup se baisser. On apprend en boxe aux gens à pas forcément se baisser au niveau du torse, à se baisser avec les jambes pour essayer de rester à peu près droit. Lui, il va complètement briser ses règles, et donc on le voit souvent dans ses combats, complètement à 90 degrés avec ses jambes droites et son torse qui est complètement vers l'avant. Donc c'est des choses qui ne se font pas d'habitude. Et il envoie essentiellement des crochets, des supercuts. Son game plan il est simple, il te rentre dedans et il te rentre dedans. En même temps, c'est un combattant qui est extrêmement bon dans sa condition physique. Il a un cardio qui est à toute épreuve, il frappe fort, et c'est un type qui est musculeux, qui est mastoc, qui est balèze et qui est dur à faire bouger. Et donc en fait, il représente un peu cet archétype du boxeur qui est littéralement le bagarreur, et un type qui va pas forcément être un puncher, il va avoir beaucoup de KO dans sa carrière, parce qu'il frappait fort, et c'est un type qui avait tendance à mettre énormément de pression. Mais c'est pas un type qui va en soi avoir, c'est pas un puncher, c'est pas un type qui a cette puissance électrique dans les poings. C'est un type qui va t'épuiser, avancer, encore. C'est ce qu'on appelle un swarmer en anglais, je sais pas s'il y a une traduction française. Et surtout voilà, c'est un type avec une condition tellement bonne qu'il est dur à épuiser, c'est dur de lui connecter, vraiment de lui faire mal. Et puis surtout, il a un mental qui fait que même quand il est touché, il reste dans la poche et il continue d'envoyer des coups. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les boxeurs japonais de l'époque. Harada est exactement pareil. Il y a un combat contre José Medel où Harada s'est sérieusement touché. Il se fait envoyer au tapis. Son premier réflexe, c'est de se relever et de refoncer sur José Medel. Donc évidemment, ça passe pas. Il s'est reconnecté, il retombe, il finit par se mettre KO. Mais ça vous donne quand même la combativité des boxeurs de cette époque. Et Wajima va incarner ça à merveille. Et donc, voilà, ce style de boxe extrêmement bizarre est suffisant pour qu'il invente un nouveau coup qui s'appelle le Frog Punch, donc le coup de la grenouille. C'est un coup qu'on retrouve dans Hajime no Ippo, où en gros un type fait un squat total et essaie de renvoyer une sorte d'uppercut en remontant. C'est, à ma connaissance, le seul type que j'ai vu utiliser ça. Et en fait, ça marche, parce que Wajima est tellement bizarre dans son style et pas orthodoxe que, en fait, il arrive à faire marcher ce genre de technique. Et donc, et d'ailleurs, justement, c'est une technique qu'on retrouve donc dans Hajime no Ippo et qui provient de Koichi Wajima. C'est officiel, ça vient de lui, cette histoire. Donc forcément, c'est un type avec un style ultra chelou et qui est, mine de rien, assez lourd, puisqu'il est donc un super welter, 154 livres,
ça fait genre 69 kilos. Et pour un japonais, c'est plutôt balèze. C'est rester pendant longtemps le japonais le plus lourd à être champion du monde. Puisque justement il va devenir champion du monde. Il faut savoir à l'époque que les super welter, c'est une catégorie quand même un peu bâtarde, dans le sens où bon voilà, c'est quand même une catégorie entre les welter et les moyens qui sont les deux vraies catégories historiques. Et donc bon bah Wajima a cette chance d'être dans une catégorie où, il faut le dire, la compétition est un peu moins féroce que dans les catégories du dessus et du dessous. Alors je dis ça, en fait, c'est surtout que je connais moins de monde, donc ça se trouve, la compétition est tout aussi bonne, juste que les gens sont moins médiatisés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où Wajima va être champion du monde, on retrouve dans la catégorie du dessous José Napoles, et dans la catégorie du dessus Carlos Monzon, qui sont deux énormes monstres du noble art. Wajima fait un peu pas le figure par rapport à eux, c'est sûr. Il ne sera pas au même endroit dans les classements. Maintenant, là où techniquement on va regarder Napoles et Monzon parce que leurs box sont léchés et qui sont exceptionnels, on va regarder Wajima parce que ses combats sont intenses. C'est un type qui a réussi à devenir champion du monde. En fait, alors déjà champion du Japon assez tôt, hein, en à peine 2 ans, il devient champion du Japon. Et il a enchaîné les défenses de titre de champion du Japon, il va en faire une petite dizaine, avec quelques défaites par-ci par-là. La majorité de ses victoires par KO, alors j'ai pas fait les stats exacts, mais par exemple ses 6 premiers combats se soldent par un KO, et ils sont tous en à peine 6 mois, et tout au Japon. Donc voilà, c'est un type qui combat beaucoup, c'est un type qui gagne grande majorité de ses combats. Ça va lui permettre d'être champion du Japon, puisque c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, d'avoir un ticket mondial pour affronter le champion du monde, qui s'appelait Carmelo Bossi, et c'est un titre mondial qu'il va remporter par décision partagée. Donc c'est un combat que j'ai personnellement pas vu. Il va faire plusieurs défenses de titre, notamment il va en faire 6, dont une par égalité contre Miguel de Oliveira, avant d'affronter Oscar Alvarado, qui était un Américain texan. Et c'est pour moi, je pense, le meilleur combat de Wajima. Alors c'est un combat qui perd, qui va perdre par KO à la 15e reprise, je vous spoil un petit peu. Il va donc perdre à la fois le titre WBC, WBA et le titre The Ring. The Ring avait décidé d'inaugurer avec ce combat-là, donc il ne deviendra pas le premier champion The Ring de l'histoire de la catégorie des super welter. Mais il va faire un combat dantesque contre Alvarado, qui est, je pense, l'un des meilleurs combats que j'ai pu voir ever, où il va avoir constamment des retournements de situation, avec deux boxeurs qui ont vraiment la volonté de rentrer dans le mec en face, et ça va être un à toi à moi avec des retournements de situation épiques du début jusqu'à la fin. Ce combat est super, et c'est pour moi, ouais, alors même s'il le perd, hein, le combat le plus excitant à voir de Wajima, et je vous invite vraiment à le voir, il est trop sur YouTube, vraiment régalez-vous. Donc jusqu'à présent, on a un champion qui a enchaîné 6 défenses de titre, c'est déjà pas mal, et il va faire mieux, puisqu'il va regagner son titre contre Oscar Alvarado, à peine quelques mois plus tard. Alvarado qui avait fait une défense de titre entre temps. Il a gagné ce combat par décision unanime, et donc devient le 2e champion The Ring de l'histoire. Derrière, il va reperdre son combat contre un Coréen, son titre contre un Coréen qui s'appelle Yu Jae-do. Il faut savoir qu'entre temps, il a été, on lui a substitué sa ceinture WBC. Alors si je dis pas de bêtises, on l'a substitué à Oliveira, qu'il avait déjà battu une fois, qu'il avait déjà battu, avec qui il avait déjà fait une égalité. Les combats étaient serrés, c'était 2 fois des décisions majoritaires. Il se trouve qu'en tout cas, le titre va lui être refusé. Enfin, on va lui retirer son titre WBC pour refus d'avoir affronté Oliveira. Et ce titre va donc être justement donné à Oliveira. Et lui donc va affronter un Coréen qui était Yu Jae-do, qui n'est pas le meilleur combattant du monde encore une fois. Il va se faire mettre KO sur un coup assez dur dans le 7e round. Et encore une fois, il va prendre sa revanche. Ils vont faire un combat revanche dans lequel il va être assez nettement en arrière au point. Et pourtant, dans le 15e, il va réussir, de par sa condition physique, à venir étouffer Du, qui est complètement, Yu, qui est complètement éteint au niveau du 15e. Ça se voit, il a plus de cardio. Et pourtant, Wajima en a encore. Wajima va continuer de lui mettre le pressing. Et Wajima va réussir à venir lui mettre une droite exceptionnelle en plein milieu du menton, qui va le laisser KO debout, Yu. Alors j'ai jamais trop compris si c'était juste que c'était la vente de trop et qu'il s'est écroulé de fatigue, ou si c'est juste qu'il s'est fait mettre KO debout. Mais le KO est assez impressionnant. Du se fait connecter, il tombe, il se relève, il va dans des cordes, et puis il s'arrête dans les cordes, et on dirait qu'il est zombifié dans les cordes. Ce combat marque donc la 3e fois que Wajima devient champion. Je sais pas si on se rend compte, être triple champion, c'est pas rien, vraiment. Et c'est vraiment, l'ambiance du stade. L'ambiance du stade, de toute façon, dans tout le combat, c'est génial. C'est vraiment leur héros qui est en train de mettre tout ce qu'il a de ses tripes pour venir essayer d'être triple champion et inspirer le peuple qui est en face de lui. Les ambiances des combats de Wajima sont géniaux. Alors malheureusement, il va perdre ses 2 derniers combats par KO, donc il va perdre son titre et il va échouer à le regagner, donc le titre The Ring, malheureusement. Et donc il aura une fin de carrière qui sera marquée par 30 victoires pour 6 défaites et une égalité.
Parmi ces 30 victoires, il y en aura 25, enfin pardon, il y aura 25 ou 26, je sais plus, j'ai des chiffres qui sont assez incohérents devant moi, en tout cas, la majorité de ces victoires qui ont été faites par KO ou TKO, et parmi ces 6 défaites, il y aura également 5 de ces défaites qui auront été faites qui se sont soldées par un KO. Pardon, ok, les chiffres ça semble être 31 victoires, 25 par KO et 6 défaites, 5 par KO. Donc un type qui allait à la castagne et qui même blessé n'hésitait pas à toujours venir presser son adversaire. De toute façon il savait faire que ça. On voit que c'est donc un type qui majoritairement a été oublié pour des raisons tout à fait compréhensibles. Hein. Il a fait toute sa carrière au Japon, il n'en est jamais sorti. C'était à une époque où on ne parlait pas la langue. C'était surtout une époque où c'était beaucoup moins facile d'avoir accès à ce qui se passait là-bas, en Europe et aux États-Unis. Il était piégé entre deux catégories ultra attirantes que sont le welter et les moyens, entre deux champions ultra attirants que sont Napoles et Simonson. Il était tellement anecdotique que quand Napoles a décidé de monter de poids, au lieu d'aller chercher Wajima en super welter, il est parti chercher Monzon en moyen, ce qui montre donc le certain mépris qu'il avait pour cette catégorie. Et voilà, c'est assez net, Wajima n'est pas le meilleur combattant de l'histoire, c'est sûr. Reste que c'est un type qui est ultra excitant, c'est un combattant qui mérite énormément de respect pour tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, pour la détermination dont il a pu faire preuve, et pour l'inspiration qu'il a pu être pour les Japonais, notamment durant ces années 70. Il fait intégralement partie de l'un des combattants du premier âge d'or japonais. Dans les années 70, c'est le premier boom de la boxe au Japon. Et il en fait assurément partie. Et je trouve que c'est un combattant qui mérite à la fois qu'on se souvienne de lui pour tout ce qu'il a pu faire sur le ring, et à la fois qu'on se souvienne de certains de ses combats géniaux. Et je pense notamment à ce premier combat contre Alvarado, qui, j'insiste, était vraiment l'un des meilleurs combats que vous pourrez voir, même si évidemment personne ne le connaît. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Koichi Wajima. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir ce combat contre Alvarado. J'espère que ça vous donnera envie j'espère que ça vous permettra de vous souvenir un peu de ce combattant, et que la prochaine fois qu'on vous mentionne des combattants japonais qui seraient jamais allés conquérir des catégories de poids assez importantes, vous vous souviendrez de Wajima qui, dès les années 70, arrive à venir faire 6 défenses de titre et à être 3 fois champion du monde dans les super welter. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!